Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Selamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit, vous cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcast des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Selamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 40-50 minutes avec notre amie la Major Ilialana qui répond donc avec toujours autant de dévotion à vos questions de manière à éclairer un peu les lanternes des uns et des autres. Bonjour Ilialana, comment est-ce que ça va aujourd'hui, jeudi ? J'ai toujours du mal avec ça. Bonjour, ça va aussi bien que lundi, absolument. Et vous, tout va bien ? Allez, on va dire ça comme ça. Vous avez passé une bonne semaine ? Je vous titille. Vous savez que j'ai du mal à répondre à ça, vous le faites exprès. Mais bien sûr, je le fais exprès. Évidemment, nous enregistrons les vidéos podcasts du lundi et du jeudi le même jour. Donc le lundi, l'une à la suite de l'autre. Et quand je demande à Ilialana si elle a passé une bonne semaine, face à la perspective de mentir quelque part, hein, elle n'est pas à l'aise. La droiture d'Edwige est quelque chose d'absolument extraordinaire. Oh, vous vous rattrapez bien. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon au programme aujourd'hui ? Eh bien, au programme, nous avons un certain nombre de questions. C'est relativement chargé, hein. Il y a quatre intervenants et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. À supposer qu'on ne pose qu'une seule question par champ disponible à partir de notre formulaire d'envoi de questions. Donc pour commencer, nous allons traiter la question de Johan. Johan qui était la personne ayant mis en cause la qualité de votre accent et de votre connaissance du chinois. Si vous vous en souvenez. Oui, je m'en souviens très très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande, Johan ? Eh bien, la question est la suivante. Les chats ont-ils un rôle particulier à jouer auprès des humains ? Ont-ils une conscience particulière et disposent-ils de capacités leur permettant effectivement de voir et interagir avec une partie des mondes invisibles ? Ça, c'est une bonne question, oui. Effectivement, les chats ont un rôle particulier à jouer. On trouve deux grandes catégories chez les chats. Il y a les protecteurs et les guérisseurs. Parfois, ils sont les deux. Enfin, l'image du chat noir de la sorcière est une image d'Épinal, évidemment, mais ça correspond à une réalité extrêmement concrète. C'est vrai que la présence de l'animal est quand même très 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 protectrice. Et si la sorcière ou le sorcier ou l'occultiste ou enfin ce qu'on veut, je prends cette image parce qu'effectivement c'est quelque chose de très courant, hein, l'histoire du chat noir, un peu de la sorcière, et c'était aussi de manière à pouvoir se caler sur sa propre conscience, puisqu'évidemment le chat a sa propre conscience. Quand il est incarné, je veux dire, hein, les chats représentent un âme groupe, donc c'est une conscience collective, mais à partir du moment où ils sont incarnés, ils développent des qualités propres à leur expérience de cette incarnation-là, qui vont alimenter ces expériences qui vont alimenter l'expérience collective d'un groupe des chats. Mais ils ont quand même leur conscience d'être là, hein, au moment où ils le sont, hein, ça, sans problème. Donc à partir du moment où une personne un peu psychiste est capable de se connecter à la conscience du chat, cette personne peut non pas voir à travers les yeux du chat, mais prendre connaissance de ce dont le chat a connaissance. On peut faire des transferts de conscience et à la limite entrer dans le chat et être le chat et mener le corps du chat où on veut. Ça, c'est une possibilité aussi, hein. Il y a des magies des campagnes qui intègrent ces connaissances-là, qui sont parfaitement désapprouvées par nos soins parce que
c'est ôter complètement sa liberté au chat, hein. Et en général, s'il y a un retour de bâton, c'est le chat qui prend. Souvent celui qui l'incorpore aussi, mais enfin disons surtout le chat alors qu'il est parfaitement innocent. Enfin tout ça pour dire que ils ont une conscience qui leur est propre, hein, et elle est particulière dans le sens où comme on le dit souvent, le chat est à moitié dedans, à moitié dehors. C'est-à-dire que il a une vision parfaite, 50% plan physique, 50% plan éthérique astral. Les deux. On a souvent vu des chats bondir, courir après quelque chose qui semble-t-il était imperceptible pour l'œil humain, et puis s'arrêter net devant un mur, parce qu'il voit bien qu'il y a un mur, alors que ce qu'il poursuivait a continué au travers. Ça c'est souvent vu. Bon, nous avons une relation particulière avec nos cougars, ce sont pas des chats évidemment, mais enfin disons que ce sont quand même des félins, et il y a des points communs. Donc on connaît bien les chats, on les sent très très bien. Et donc les chiens ont cette capacité de décondenser des énergies parfois très négatives en grande quantité et peuvent s'interposer. Alors il y a des chats qui se sont sacrifiés pour protéger leur maître, ouais, ça c'est arrivé aussi. Mais ils ont cette capacité de décondensation. C'est pour ça que les gens qui souffrent, qui souffrent beaucoup, qui ont une maladie, et qui ont chez eux, avec eux, un chat qui a cette capacité, qui est guérisseur, peut-être plus que protecteur, le chat ira toujours, en principe, se poser sur l'endroit lésé ou douloureux pour absorber ça et essayer d'activer la guérison. Ça marche parfois. Il y a des chats qui ont guéri leur maître de cancer, c'est arrivé, mais le chat est mort par contre. La charge est beaucoup trop importante pour ce qu'ils sont capables de transmuter. Parce que cette absorption, en fait, est un processus transmutatoire. Le chat est un alchimiste parfaitement naturel. D'ailleurs, il se nourrit aisément des énergies négatives. Quand un chat fréquente un endroit, plus particulièrement dans la maison, souvent beaucoup plus celui-là qu'un autre, c'est parce qu'il émet une énergie négative que le chat va absorber et transmuter pour s'en nourrir. Donc c'est vrai que c'est un animal extrêmement complexe. Ce n'est pas l'animal qui voit peut-être, qui perçoit le mieux l'astral, parce que si on prend le cas du cheval par exemple, le cheval voit mieux l'astral que le physique. Ce qui est étonnant pour un être incarné, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il voit votre présence physique, mais à la limite c'est qu'un contour. Il voit exactement ce que vous êtes, ce qui transparaît sur le plan astral. Bon, le chat un peu aussi, hein, le chien aussi. Hein. Mais disons qu'en tant qu'animal domestique de petite taille, donc plus facile à gérer qu'un cheval, hein, il y a peu de gens qui ont des chevaux chez eux dans leur appartement. C'est un animal qui est très très particulier, qui est en principe, ça dépend des animaux bien sûr, enfin qui peut se montrer curieusement très fidèle, au moins autant qu'un chien, même s'il ne se comporte pas de la même manière, il n'a pas l'attitude, le comportement typiquement canin, mais il peut apporter beaucoup beaucoup. Les chats qui sont les plus protecteurs, qui absorbent le plus d'énergie négative, sont les chats noirs, comme par hasard. Enfin, en deuxième position. La première position, à tout égard, étant le sphinx, c'est-à-dire le chat sans poil, le chat tout nu. Mais si, c'est un animal qui est très très particulier. On peut psychiquement se brancher dessus et à partir de sa propre conscience se projeter en astral. Ça c'est une technique, on va pas en parler là de toute façon, puis ce serait trop long, puis il faut l'entraînement nécessaire pour ça, mais le chat peut le permettre. Sans faire bouger le chat, hein, c'est uniquement à travers la conscience. On interface les deux consciences et hop, via la dynamique de dispersion de la conscience du chat sur le plan astral, on peut se retrouver donc ailleurs et voir, prendre connaissance d'informations particulières du plan astral à partir du physique via le chat qui sert d'interface. Donc c'est très puissant, très très puissant. Ok, alors autre question de Johan, enfin question. Sinon, dit-il, je propose à Ilialana des cours de prononciation pour parfaire son niveau de chinois. Qu'en dit-elle?
un peu d'humour et un clin d'œil. Alors, ça vous tente? Ça m'étonne pas de sa part. Je le sens un peu taquin, hein, mine de rien. Vous savez, ce ne serait pas de refus. De toute façon, la transmission de connaissances est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Enfin, vu l'explication donnée la dernière fois, vous savez très bien que ce serait parfaitement inutile. Étant donné que une langue étrangère, si elle est acquise, elle est faite pour parler à quelqu'un qui la parle et non pas à quelqu'un qui ne la parle pas. Donc bon, ça aurait pas grand intérêt. Mais bon, merci tout de même. Bon, oui, c'était de l'humour, comme il le dit. Hein. C'est vrai que les Edwige ne sont pas très, très, très versés dans la subtilité de cette notion-là d'humour. Mais enfin, Bon, si, je le comprends, j'ai bien compris que c'était lui. Bah, il le dit en plus. Je suis pas bête, hein. Mais bon, non, la question avec l'humour, c'est surtout les jeux de mots qui nous posent de gros problèmes. Mais sinon, non, ça va. Merci. oui, bon, ok, bien sûr, on sait ça. Bon, ben voilà, merci Yoann pour votre question. Donc sans transition, on passe à la question de Patrick Delso, qui demande ceci. Bonjour, qui êtes-vous très exactement? C'est tout. Il n'y a pas plus. Ah non, c'est tout, c'est tout. Qui êtes-vous très exactement? Par rapport à quel Ah, contexte? j'en sais rien, moi, c'est lui qui pose la question, il faut lui demander. Non, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Qui êtes-vous très exactement? Alors bon, il y a une deuxième question, je vais peut-être la lire, ça doit être en lien. Quel lien avez-vous avec les êtres de lumière et les galactiques de lumière, on y retourne, qui s'occupent de la libération de ce monde? Et ensuite, il donne une adresse Internet. Alors, ça c'est épineux pour le coup. Hein. C'est pas que c'est épineux, c'est que je vois pas, je vois pas dans quel cadre qui je suis ou qui nous sommes. Non, je vois pas. Prêtez-vous au jeu. Répondez ce qui vous vient spontanément. Une question aussi simple. La première, qui êtes-vous exactement? Hein? Vous êtes bien quelqu'un? Vous êtes quelque chose? Vous êtes... admettons, vous êtes déjà exprimé sur la question, mais peu importe. Ah, d'accord. Ok. Eh bien, les Edwige sont de purs aspects guerriers de l'absolu féminin, ce qu'on appelle la créatrice. Nous sommes l'essence féminine la plus pure de l'aspect de l'absolu, le plus ancien et le plus pur. Voilà. C'est assez, vous croyez? Eh bien, je ne sais pas. Patrick, vous pourrez toujours nous dire si finalement cette réponse vous satisfait. C'est vrai que c'est quand même très vaste. Hein. Je peux me permettre de vous renvoyer au site internet de la Prakanda Selamuka, hein, prakanda.org, et aller lire le contenu afin d'avoir des compléments d'information éventuellement. Ça, parce qu'il y a quand même quelques éléments en rapport qui sont donnés. C'est vrai que sinon c'est un peu vague. Qui êtes-vous très exactement? C'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse en dire tellement davantage. Mais non, je vois pas bien. Hein. C'est vrai que bon, j'ai déjà répondu à ça, hein, plus ou moins. Mais alors à ce moment-là, si vous voulez vraiment une question vraiment très précise, puisque très exactement, alors posez une question très précise et je vous promets, je vous répondrai très précisément, à moins que ma réponse vous convienne. Je peux pas dire mieux. Quant à l'autre question, notre lien avec les êtres galactiques, les êtres de lumière et les galactiques de lumière qui s'occupent de la libération de ce monde. Alors ça, c'est très simple, il n'y en a aucun. Et il y a une excellente raison à ça. C'est que ce qu'on entend par être de lumière ou galactique de lumière, ça n'existe pas. On s'est déjà prononcé sur la question dans des vidéos podcast antérieures, et je vous certifie, parce qu'on est sur le terrain, hein, ça peut difficilement nous échapper, personne ne s'occupe de la libération de ce monde. Personne, si ce n'est nous et les forces qui nous accompagnent, qui viennent pas d'autres planètes, c'est complètement autre chose. Ça, c'est une idée qui était vendue par l'ennemi pour faire espérer les gens autour d'un mythe qui ne tient pas debout. Et franchement, personne ne s'occupe de votre destin. Je crois que personne n'en a grand-chose à faire, déjà.
hormis nous, puisque nous sommes, conformément à la réponse donnée à votre première question, nous sommes les aspects de l'absolu guerrier en charge de la libération de ce monde. Pour l'instant, voilà, c'est notre mission. Mais personne d'autre ne s'investit là-dedans. Ici, il y a des exocivilisations qui ont peut-être souhaité s'en occuper, qui ont à cœur éventuellement, mais ils n'en ont pas la possibilité. Nous seuls en avons la possibilité. Et nous l'avons fait en coopération avec l'humanité. Bon, c'est vrai que cette question a souvent été posée. Hein, vous vous êtes quand même déjà assez longuement expliqué à ce sujet. Alors, je profite de l'occasion pour conseiller à nos amis qui nous écouteraient, qui tomberaient sur cette vidéo pour la première fois, enfin sans avoir écouté les précédentes, écoutez les vidéos qui ont déjà été enregistrées. Les sujets abordés se trouvent dans la description de chacune des vidéos et voyez les sujets qui vous intéressent éventuellement. Hein. Il y a les éléments apportés sont là, ils sont à disposition. Vous pouvez savoir en choisissant la vidéo que vous allez, vidéo podcast que vous allez regarder et écouter, quelles sont les thématiques qui seront abordées. Hein. Concernant l'histoire des galactiques, rapidement, il me semble que c'est c'est la sixième, comme la dernière fois, c'est toujours la sixième qui traite des galactiques en question. Ah ben voilà, la vidéo podcast numéro 6. Écoutez-les. Hein. Regardez le descriptif, vous verrez, il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été traités, hein, mine de rien. Enfin voilà, en espérant que cette cette réponse du moins, vous satisfasse. Dans le cas contraire, eh bien n'hésitez pas à nous recontacter, à demander des précisions. Puisque votre question a été traitée, on fera passer en priorité sur les autres, histoire de compléter celle-ci. Voilà. Alors, sans transition, je passe à un autre intervenant, Anna en l'occurrence, et qui vous demande ceci. Suite à votre entretien numéro 9, vous dites que les femmes de plus de 50 ans ne peuvent être accueillies, donc au sein de la Prakanda Selamuka, en tant que Prakandanari, je suppose, hein, car vous avez besoin de femmes en bonne condition physique. 3 points d'exclamation. Donc, pour les plus de 50 ans, que pouvons-nous faire ? Alors... Que pouvez-vous faire? Finalement, pas tellement grand-chose. Hein. Et il faut avoir conscience que les Dish matricielles, les Dish incarnées, tout comme vous, hein, qui intègrent la Prakanda Selamuka à l'âge à laquelle elles sont censées l'intégrer, eh bien, sont également censées la quitter à l'âge de 50 ans. Les Dish elles-mêmes s'en vont et quittent le corps d'armée. Donc, pour faire intégrer le corps d'armée par des êtres humains, donc des femmes, de plus de 50 ans, plus âgées que l'âge auquel les Dish elles-mêmes la quittent. J'avoue que on n'a pas prévu le cas de figure. Je pense pas que ça puisse être possible. Maintenant, il y a toujours moyen de se rapprocher de la Prakanda Selamuka, mais pas de son corps d'armée, parce que il y a quand même, il y a d'autres sections, on va dire. Là, on a beaucoup parlé du corps d'armée en général, puisque c'est quand même l'aspect le plus représentatif de la Prakanda Selamuka et des Dish qui le constituent, mais potentiellement il y en a d'autres. Éventuellement, nous aurons aussi à certains égards, pour les Dish plus âgés, les Dish incarnés qui ont plus de 50 ans, qui constitueront en principe ce qu'on appelle le matriarcat. Donc il y aura peut-être moyen de se rapprocher finalement des Dish de cet âge-là, mais pas immédiatement. C'est vrai que si vous êtes déjà, admettons que vous soyez, je ne sais pas si c'est le cas, peu importe, mais admettons que vous soyez déjà dans ce cas de figure, que vous soyez déjà âgé de 50 ans ou plus, vous ne trouverez pas de Dish forcément âgés du même âge. C'est pas possible, dans la mesure où les plus âgés des Dish incarnés ont une dizaine d'années aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment pour le monde de demain, quoi. Dans un premier temps, je pense pas que ce soit possible, malheureusement. Voilà. Disons qu'on est quand même limité par des conjonctures très particulières, avec des cas de figure très particuliers. Initialement, j'ai toujours dit, il n'était pas question d'accueillir des gens au sein de la Prakanda Selamuka. Là, on s'est dit, bon, ouvrir nos portes peut être intéressant en termes d'expérience, mais il faut correspondre au modèle requis. Hein. Admettons, on fait
une section de mathématicienne, bon, on va pas y introduire des gens qui sont nuls en maths, c'est ridicule. Donc il y a un schéma à respecter. Bon, c'est vrai que si on ne correspond pas à ce schéma, ça peut être difficile. Mais bon, vous savez, de toute façon, la pratique l'avocat sera quand même relativement omniprésente dans les mondes de demain. Omniprésente, ce sera facile de nous approcher, vraiment, vraiment facile. Et par contre, des comment dirais-je, des organisations sociétales diverses et variées prendront place ça et là au niveau de la société et permettront à chacun de s'épanouir en fonction de ce qu'il sera, de son âge, de son sexe, de ses désirs, de ses aspirations. Il y aura vraiment moyen de faire des choses énormément, des choses extraordinaires, très enthousiasmantes et permettant de s'accomplir. Pas besoin forcément de fréquenter la Paco de Salamanca pour ça. Bon, maintenant, ça peut rester une aspiration légitime qui sera de toute façon encouragée, mais il faudra quand même correspondre au modèle, quoi, obligatoirement. Je peux pas vous dire plus pour l'instant, hein, faudra voir après. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer intégrer trop hors contexte un cadre précis avec des limites précises définissant ce contexte, hein, forcément. Bah oui, c'est ça, je regrette beaucoup, mais c'est vrai que on peut difficilement faire autrement, hein. Après, on est quand même soumise à ce qui définit la condition à laquelle on est susceptible de pouvoir donner accès à quelqu'un. Il faut quand même correspondre à ces définitions, malheureusement. Donc, voilà. Bon, on est bien d'accord pour ça. Dernière question, enfin dernière intervenante, Anne, en l'occurrence, qui vous dit ceci. On parle souvent de la directive première qui implique une non-intervention auprès de peuples ou de planètes qui n'auraient, entre guillemets, rien demandé. Qu'en pensez-vous ? Votre intervention est-elle au-delà de cette directive et de la notion de libre arbitre du peuple de la Terre ? Beaucoup, voire très beaucoup, ignorent votre présence et vos actions. Ne pourrait-on considérer cela comme une ingérence de choses qui ne vous incombent pas ? Si on pousse le raisonnement très loin, le peuple de la Terre ne récolte-t-il pas ce qu'il a semé ou laissé faire, et donc ne devrait-il pas assumer ses actes ou non-actes ? Je me fais l'avocat du diable, ou bien tout cela est-il allé trop loin, et là vous avez eu pour mission d'intervenir ? Ça, c'est une intéressante question quand même. Oui, effectivement, c'est très complet, c'est vraiment intéressant, effectivement. Alors, je dirais que, bon, cette directive première, je vais vous dire, cette directive première, elle n'existe pas. Du moins, elle n'existe pas jusqu'à ce que nous l'instaurions absolument partout, sur tous les mondes dotés de vie. C'est une directive qui aurait toujours dû exister. Elle a peut-être existé en théorie, je ne sais pas, je n'ai pas tellement l'impression. Mais elle n'a jamais été respectée. C'est parce qu'elle n'a pas été respectée que votre planète s'est retrouvée sans dessus-dessous, avec des gens qui allaient et venaient pour vous piller. Enfin, voilà. Donc la non-ingérence, franchement, c'est vraiment une vue de l'esprit. Hein. C'est un petit peu comme la démocratie, si vous voulez. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui était extrêmement non appliqué. Pour voilà, faire un euphémisme. Non, cette non-ingérence est une loi absolument nouvelle que nous participons activement à appliquer, à faire appliquer surtout par tous les mondes qui auraient la possibilité d'aller et venir, enfin de déplacer certaines de leur population de manière, dans un but exploratoire ou potentiellement commercial entre guillemets. Enfin, c'est pas, on parlerait plus de piraterie que de commerce, mais enfin, c'est un peu pareil, quoi. Donc là, non, la directive première, non. Jusqu'à présent, c'était de la science-fiction. Maintenant, ça devient une réalité, et c'est nous qui faisons en sorte qu'elle soit appliquée. Alors, non, le fait qu'on intervienne n'est pas au-delà de cette directive. Il faut savoir que il faut comprendre
le phénomène qui est en train de se produire en termes de cycle cosmique. Ça, c'est quelque chose qui est très peu, qui a toujours été très peu évoqué. Il y a vraiment la tradition de l'Inde, que la tradition de l'Inde quasiment, qui avec son Kali Yuga et tout ça, en est fait vaguement mention, mais ça parle à pas grand monde. En fait, pourtant, tous les mondes de la création, tous les mondes dotés de vie, sont soumis à cette impérative loi des cycles, qui comptait 4 cycles à l'époque: l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre, l'âge de fer. Retour à l'âge d'or potentiellement, avec tentative en âge d'or exclusivement de passer en âge de diamant, ce qui est à ce moment-là irréversible. C'est ce qui s'est produit ici, de manière un petit peu artificielle. On a un peu joué des coups, un peu trituré, un peu tout ce qu'il y avait à triturer pour éviter un échec d'âge d'or, un 8e, et qui aurait été fatal au système solaire. Mais toujours est-il que dans la fin de l'âge de fer, l'âge de l'illusion, l'âge de la je dirais du mal finalement, tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit. La fin de l'âge de fer voit le retour de l'absolu dans le retour à l'âge d'or, qui est donc un âge fondé sur des valeurs propres aux conditions d'évolution collective et individuelle des humanités qui vivent cet âge. Et qui plus est l'âge de diamant qui est le nôtre. Et pour parvenir à cet âge, pour parvenir à faire cesser la rotation symbolique de cette roue cosmique que l'on appelle la Kala Chakra, qui est alimentée, tout ça c'est quelque chose qui est présent dans la tradition de l'Inde aussi, hein, qui est alimentée cet âge de fer, pour que cette roue, qui est une énergie assez symbolique la roue bien sûr, soit freinée, bloquée, et qu'une autre puisse, celle d'or, en l'occurrence pour l'âge d'or, puisse être mise en mouvement et alimenter ce monde de cette énergie. Cette énergie de l'âge d'or, cette énergie à vocation fortement évolutive au niveau individuel et collectif toujours, il est absolument indispensable de recueillir, inconsciemment peut-être, mais de recueillir de façon très précise, le consentement d'un minimum de 10% de l'humanité. Que le potentiel d'appel des âmes au retour de l'absolu, l'absolu, la vérité, l'évolution, la beauté, l'harmonie, voilà, tout ce contexte-là, pour que ça puisse se cristalliser, puisque pour que ce cycle, ce nouveau cycle de l'âge d'or puisse se réenclencher, il faut recueillir une quantité d'énergie correspondant à un consentement explicite des âmes, pas forcément des personnalités, hein, mais des âmes qui appellent ça pendant suffisamment longtemps pour qu'on ait cette somme minimale d'énergie de consentement pouvant légitimer que l'âge de fer cesse au profit de l'âge d'or. Ça, c'était avant, c'était au moment où la Terre est passée en âge, repassée en âge d'or, c'était ce qui se passait. Bon, les lois cosmiques ont un peu changé parce que, en fait, ce consentement devait être recueilli de manière à ce que le camp adverse, ce qu'on appelle l'ennemi aujourd'hui, ne puisse pas contester le retour à l'absolu. Vous voyez, alors il fallait composer avec je dirais entre guillemets, les forces du mal pour qu'elles acceptent de laisser faire. Quand on y pense, c'est assez délirant. Enfin, bon, toujours est-il que ça se passait comme ça. Plus aujourd'hui, évidemment. La loi des cycles elle-même a changé. Enfin, vous pourrez trouver des renseignements sur le site archimagistère.com. Hein, on parle de ça quand même. Ça donne des éléments quand même détaillés sur les conditions dans lesquelles ce genre de choses se produit. Donc, à partir du moment où l'âge d'or et ensuite l'âge de diamant s'enclenche, c'est que nous avons réuni ce consentement explicite de la part des âmes concernées. Donc, à ce moment-là, l'absolu peut revenir et lui compose les choses, il compose les événements selon son entendement. La dispersion d'Edwige dans la matière correspond à ce désir de l'absolu de faire en sorte que les choses puissent se passer comme ça, de manière à mettre fin au règne de l'ennemi.
Parce que c'est pas parce qu'un âge d'or revient que les choses vont bien pendant une paire de millions d'années à la limite, que l'ennemi disparaît. La Terre, lorsque nous sommes passés en âge de diamant, en 2010, avait enclenché son âge d'or en 1986, et pour l'histoire de ce système solaire, il s'agissait de la 8e tentative d'âge d'or, perpétuellement retombé en âge d'argent dans les cycles de la chute, avec son lot de dérapages, d'erreurs et d'horreurs. Donc finalement, sachant qu'un système stellaire comportant un monde doté de vie, ou plusieurs l'un à la suite des autres, c'était le cas ici, on ne peut pas, 8 tentatives est le maximum. Après, c'est considéré comme étant irrécupérable, et le système en question perd son droit de porter la vie, et la vie s'éteint. Donc pour en arriver là, vu l'enjeu de ce monde, et vu à quel point l'ennemi s'est investi pour parvenir à cette chute définitive, il a fallu jongler avec les possibilités du moment et permettre ce passage en âge de diamant, permettant que il n'y ait pas de retour possible en arrière. L'âge d'or, de l'âge d'or, on peut toujours passer en âge d'argent, ou alors il peut y avoir un échec d'âge d'or. C'est beaucoup plus difficile de faire ça avec l'âge de diamant, lequel ne revient pas en arrière. Donc ça nous apportait une garantie, ça nous laissait du temps pour pouvoir travailler à défaire l'ennemi. Donc non, notre présence est parfaitement légitime et elle correspond à une stratégie précise faisant suite à l'appel des âmes visant à sa libération, une aspiration à sa libération. Alors on ne tient pas compte des désirs des âmes, de la manière dont elles aimeraient que les choses se passent. On ne tient compte que de son appel. L'absolu ensuite décide du comment en fonction des circonstances et des possibilités. Donc à ce titre, non, en fait, notre présence est parfaitement légitime. Voilà, donc alors quand vous dites les peuples beaucoup, voire très beaucoup, ignorent votre présence et vos actions, très beaucoup, certainement pas. Non, ça, certainement pas, non. Vous l'ignoriez, vous l'ignorez encore d'une certaine manière parce que vous n'avez pas été confronté à nous, hormis à notre présence sur Internet qui peut correspondre à tout et n'importe quoi, à la limite, hein, pourquoi pas. Mais c'est pas parce que vous ne nous avez jamais vu que personne ne nous a jamais vu. C'est toujours ça, hein, cette réaction-là. Ah, moi, je les ai pas vus, non, personne les a vus. Tellement peu que... Mais non, on commence à atteindre un seuil où il y a plus de gens qui nous ont vus que le contraire. Donc, vous voyez, c'est assez surprenant. Mais c'est comme ça. Et en l'occurrence, eh bien, ingérence, non, pas du tout. Non. L'ingérence, elle a été ressentie par l'ennemi, pas par l'humanité. L'ennemi a considéré qu'il y avait ingérence quelque part, sans qu'il puisse légitimer sa position. Ça aussi, il a fallu ruser pour apporter les éléments, étayant la thèse que lorsque l'ennemi parle d'ingérence, en fait, il a non seulement tort, mais c'est une tentative de manipulation. Parce que la lumière, entre guillemets, c'est toujours comportée d'une manière identique dans tous les cas de figure, et il s'attendait, légitimement, à ce que ça continue. Et là, en l'occurrence, on l'a pris à revers, avec toute la légitimité du monde, mais en sortant des cadres connus, de manière à ce qu'il ne soit pas en position de pouvoir réagir à nos manœuvres et prendre les devants pour nous contrer. Voilà. C'est la seule forme d'ingérence qui a pu se manifester, mais encore une fois, pas envers l'humanité, mais envers les manœuvres de l'ennemi lui-même. Voilà. Donc, ingérence, non, jamais, en aucun cas. De toute façon, il est vrai que on pourrait partir du principe que finalement le résultat que l'on connaît aujourd'hui, avec les risques de dérive au point que l'ennemi place toute l'humanité en esclavage, et à deux doigts de pouvoir le faire, correspond à
une conséquence directe des choix ou non-choix de l'humanité qui a accepté de se laisser faire en contrepartie d'avantages personnels qui l'ont desservi, mais peu importe. Effectivement, on pourrait l'imaginer. Le problème, c'est que dans ce cas-là, le prix à payer aurait été la mise en esclavage d'une humanité et sa fin de toute façon, puisque là, on se retrouvait avec une impossibilité de repasser en âge d'or, et selon la loi des cycles, ou un échec d'âge d'or, ce qui est encore pire, et selon la loi des cycles, à ce moment-là, il y a perte du droit à la vie, à porter la vie pour ce monde. La Terre aurait perdu son droit à porter la vie et les âmes se seraient retrouvées coincées sur un monde mort, ça pour vraiment, mais vraiment l'éternité. Enfin, en tout cas, le temps restant de vie à cet univers et son temps de vie est encore extrêmement long. Donc, ça aurait peut-être été légitime, mais ça aurait été extrêmement, extrêmement cher payé. Ça, c'était hors de question. Alors c'est peut-être une forme d'ingérence finalement, peut-être. Vous octroyez finalement une rédemption quelque part. Mais je pense que c'est légitime. L'absolu adore les histoires de rédemption lorsqu'elles sont sincères en tout cas. Donc voilà. Nous avions l'occasion que nous avons travaillé depuis l'équivalent terrestre de millions d'années. Nous avions l'occasion de tenter vraiment de défaire le cancer que représente l'ennemi au sein de toute la création. Je parle pas de la Terre, je parle vraiment de tout partout. Et là, vraiment, ça valait le coup de tenter la chose, d'autant plus que personne de notre camp ne voyait vraiment trop où était le problème. Le problème n'était pas perceptible comme ça, on pouvait le sentir, mais il fallait vraiment avoir le nez fin et très peu long eu. Donc il a fallu jouer extrêmement finement pour parvenir à mettre en place des conditions qui ont demandé des sacrifices énormes de la part de ceux qui s'y sont employés pour définitivement éradiquer l'ennemi. J'allais dire, c'est en train de se faire. En fait, il serait plus exact de dire que ça a été fait. Le résultat attendu a été obtenu. Maintenant, il faut le temps de rectifier le champ mental collectif de la planète pour le faire accepter le changement, qui est absolument radical. C'est pas une ingérence, ça non plus, parce qu'on n'oblige pas les gens. Il faut qu'ils comprennent par eux-mêmes, en voyant simplement les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles n'ont jamais été présentées par l'ennemi. En dehors de la réalité de l'ennemi, personne ne connaît rien. Et présenter une réalité qui est 100% méconnue des gens, ils n'accrocheront pas. Et c'est quand même le collectif du champ mental de l'humanité, la conscience collective de l'humanité qui crée sa propre réalité. Il faut intégrer les éléments essentiels du nouveau monde dans ce champ de conscience collectif propre à l'humanité d'ici pour faire rayonner cette réalité en rapport ensuite. On revient en fait à la question qui était posée à la vidéo podcast précédente, mais en fait on en est là. Donc oui, effectivement, le peuple de la Terre récolte ce qu'il a semé, ça c'est clair. Mais la laisser payer ce prix-là, non, c'est trop cher payé, beaucoup trop cher payé. Et l'occasion de défaire l'ennemi était unique. Si là on échouait, alors on échouait partout. Ça, l'ennemi le savait, parce que s'il gagnait ici, maintenant, il gagnait partout, de la même manière. C'était tout ou rien. Et là maintenant, c'est rien pour lui. Et c'est tout pour nous. Voilà. Ouais, c'est absolument étonnant hein, comme histoire, ça. C'est vrai que personne ne peut se rendre compte de l'ampleur du risque encouru et de tout ce qui a été tenté pour parvenir à ce résultat.
euh, c'est inimagiable. Ça, personne ne peut l'imaginer. Ça, absolument personne ne peut l'imaginer. Ça c'est clair. Oui. Nous avons développé des trésors incommensurables de ressources, de stratagèmes, de forces, avec une prise de risque énorme pour parvenir à un résultat propre à ce qui était attendu, sans compromission. Là, en l'occurrence, ça y est, maintenant il faut relever l'humanité. Il faut qu'elle se rende compte qu'elle doit se relever. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Mais bon, on y arrivera de toute façon. Vous avez l'air particulièrement confiante en tout cas. Ah mais absolument, absolument. Eh ben voilà, que les bonnes nouvelles. On va se spécialiser dans les bonnes nouvelles. Ce serait une bonne idée, ça. Est-ce que quelque part ce n'est pas déjà un peu ce qu'on fait finalement? Ouais, vous avez raison, effectivement. Effectivement. Bon, alors je voudrais ici faire part d'une question de Cathy qui était prévue pour la semaine dernière, enfin pour la vidéo dernière, mais qui a été reportée vu le dépassement déjà la dernière fois. Là, on a un tout petit peu de temps, donc eh bien, on va poser cette question aujourd'hui. Donc, Cathy nous demande: bonjour et grand merci pour ces vidéos. Pourriez-vous m'éclairer au sujet d'Enki? On dit beaucoup de choses et son contraire sur celui qui aurait créé les humains. Qu'en est-il de ce sujet? Histoire créée maintes fois ou réécrite ou réalité? Si oui, quelle est-elle? Disons que Enki est un personnage, disons, c'est un personnage légendaire. Je veux dire, il correspond à l'image d'une autorité, euh, l'autorité est issue d'une exocivilisation qui est arrivée ici et qui a plus ou moins pris le contrôle. Alors, non, Enki n'a pas créé la race humaine. Ça, la race humaine, elle s'est créée toute seule, comme chaque planète est capable de le faire. La seule chose, c'est que ils ont, enfin, cette civilisation, qui est symbolisée par le personnage d'Enki, a manipulé le gène de l'humanité pour en faire des esclaves, justement. Ça, c'est prévu depuis toujours, hein. Donc, créer l'humain, non, mais altérer sa possibilité d'expression, oui. Il y a eu énormément je dirais, d'invasions, d'allées et venues. La Terre a toujours été un carrefour incroyable, euh, visité énormément avant l'apparition de la vie, au moment de son apparition, après. Euh, cette planète a toujours été un enjeu énorme. Avec, bon, l'histoire du système solaire est quand même énorme, énormissime, avant même l'apparition de la vie sur Terre. Donc c'est une très longue histoire qui date d'il y a très longtemps. Non, Enki en tant que personne n'existe pas. Ces gens sont arrivés, ont été plus ou moins pris pour des dieux à des époques plus ou moins définies. Il y a eu beaucoup de vagues. La manipulation du code génétique de l'humanité, ça, c'est absolument certain. Effectivement, il y a eu des choses qui se sont produites. Ces entités extraterrestres, en l'occurrence, se sont effectivement reproduits avec des femmes humaines. Bon, après, il y a du mythe, il y a de la légende. Bon, voilà. Hein. De toute façon, sur une période aussi longue et aussi ancienne, on ne peut pas revenir avec un souvenir parfaitement frais. Où le gars, il s'appelait comme ça, il avait cette tête-là. Non, ça, c'est vraiment pas possible. La mémoire de l'histoire des temps imprégnée dans l'humanité ne peut pas conserver intact un souvenir aussi précis. Donc, ce sont des choses, ce sont des éléments symboliques qui témoignent de l'histoire, de la création, même pas de la création, enfin disons de l'évolution de la vie ici. Bon, il est certain qu'il ne faut pas compter sur l'ennemi pour vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Hein. Par contre, dans le futur, les cours d'histoire risquent d'être sérieusement plus intéressants que ce que tout un chacun a jamais connu à l'école, hein, en tout cas. Donc, non, Enki est un symbole d'une certaine manière, lié quelque part à une forme de luciférisme, puisque ces gens étaient quand même relativement mal orientés, autant qu'ils le sont aujourd'hui. Certaines grandes familles sont héritières de ces anciens dieux qui se sont mélangés à la population.
en prenant toujours soin de sélectionner les descendants en fonction de la proportion de sang. Du sang, je dirais du sang ennemi, moi, enfin en l'occurrence du sang de cette civilisation extraterrestre, comme gage de noblesse. On prend par exemple un titre toujours emblématique, mais enfin quand même bien parlant, de la famille Rothschild. Ils sont pas les seuls, loin de là, mais enfin ils font partie des grandes familles qui ont encore ce gène ennemi en eux très très puissamment marqué, et ce sang entre guillemets extraterrestre miscible avec le sang humain, mais qui les font se considérer comme étant l'élite. Non pas élite financière, parce qu'ils ont créé la finance quelque part pour pouvoir prendre le contrôle à partir de quelque chose, à partir du enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails historiques qui vont nous rallonger encore dans cette histoire, mais non créer l'humanité, non, mais en prendre le contrôle, en prendre possession, là, ça oui, effectivement, oui. Sur des centaines de milliers d'années. C'est une très 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 longue histoire, ça. Et je ne parle pas de l'arrivée de ce que nous appelons l'ennemi, il y a environ 700 000 ans, et qui a pris possession de la civilisation humaine, la faisant passer de l'âge d'argent à l'âge de cuivre. C'est encore une autre histoire. Mais ce sont des histoires extrêmement complexes qui s'enchevêtrent les unes les autres. Il faudrait vraiment avoir un bagage culturel, disons, assez solide pour arriver à comprendre les implications et les différentes interactions entre les différents peuples. Il est un fait que, finalement, dans ce monde, il y a davantage de gens qui, à l'origine, spirituellement parlant, viennent d'ailleurs que de gens issus de ce propre monde. Il y a eu énormément de parts de l'humanité qui étaient exportées vers ailleurs aussi. En vrai, c'est extrêmement complexe. L'histoire d'Enki est un peu simpliste et elle ne fait que survoler un ensemble de circonstances beaucoup plus vastes et complexes que ce qu'on en raconte proprement parler lié à ce personnage. Voilà. Donc, ce qu'on peut en dire en allant relativement vite, sans trop déborder. Eh ben, ok, merci pour la précision et merci pour la concision de la réponse. En subsidiaire quelque part, puisqu'elle était prévue pour la semaine dernière. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette 23e entrevue avec vous, ma chère Eliana. Merci pour votre patience, votre présence, votre ponctualité, enfin toutes les qualités qui vous distinguent et qui sont à la fois communes à la Prakanda Lamuka, que nous remercions beaucoup pour l'ensemble de ces efforts. C'est vrai qu'on n'imagine pas le travail qui est le vôtre. C'est notre travail, c'est notre mission, et bien on l'accomplit aussi bien qu'on le peut, et puis voilà, sans se retourner, un jour après l'autre. Donc, si c'est nécessaire, je l'aurais dit encore, nous sommes en train faire obliquer cette civilisation humaine vers ce qui va suivre. On ne peut pas prendre les chemins de travers, ça ne fonctionne pas. On a essayé autant qu'on a pu, mais ça ne fonctionne pas. Il faut suivre le principe de réalité de ce monde, il est compliqué, mais il faut faire avec. Donc nous sommes en train, on ne reviendra pas en arrière, on ne pourra aller que de l'avant, et on ira là où personne ne s'imagine se retrouver un jour. Un monde où toutes les merveilles se chevaucheront, se côtoieront les unes les autres. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois dans ce monde-là. Voilà, pour le mot de la fin. Merci Eliana, merci pour ce mot de la fin encourageant. J'espère que cette vidéo podcast vous aura plu. Sinon, posez vos propres questions de manière à pouvoir en obtenir les réponses et voir aborder les sujets qui vous intéressent. Quoi qu'il en soit, si ces vidéos, si notre travail vous plaît, likez ces vidéos podcasts et partagez-les aux gens que vous connaissez, que vous pensez qui seraient susceptibles de pouvoir les apprécier. Si vous avez des suggestions vous-même, des remarques, des témoignages, des questions à poser, que ce soit à la Prakanda Lamuka ou à Eliana, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questions-udvish de manière à pouvoir nous les transmettre et que nous puissions y répondre le mieux possible. En tout cas, Eliana, moi, je me contente de poser des questions. Elle y répond. Et je le fais avec grand plaisir, le plus grand plaisir du monde. C'est toujours un plaisir
eh bien, d'entrer dans la préoccupation des gens et leur apporter l'information pertinente. Là, pour l'instant, j'ai pas trop séché sur la nature des questions, donc ça va pour vous, ça devrait aller. En tout cas, merci à chacun. Merci à vous, Iliana. Merci à chacun pour leur précieuse écoute. Et que le meilleur vienne pour Tata Chacun. Je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Portez-vous bien, chérissez les vôtres. Nous vous aimons, soyez-en certains. Et que le meilleur vous soit accordé. À la prochaine, Iliana. Portez-vous bien également. Merci beaucoup à vous aussi. À tout bientôt. Au revoir à tout le monde. Allez, à la prochaine si on veut bien. Bye bye.